Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous dans Vision. Tous les 3 mai de chaque année, on s'interroge, ici comme ailleurs, sur l'évolution constante de la presse dans notre pays, sur ses acquis, mais aussi ses défis et vulnérabilités. D'une presse révolutionnaire pertinente, ayant fait rayonner la lutte entêtée du peuple algérien à recouvrer son indépendance et dans presque tous les continents du monde, à aujourd'hui un réseau médiatique complexe, culturellement hétérogène et multilinguistique, mais une presse jugée introvertie malgré les moyens humains et technologiques dont elle dispose. Le 3 mai est aussi l'occasion de jauger dans toutes les rédactions du monde le seuil de la liberté de la presse, sa fiabilité face à ce qui est reconnu aujourd'hui comme l'industrie du simulacre à travers la mobilisation de véritables machines médiatiques à des fins de propagande de guerre, comme dans le cas du conflit russo-ukrainien ou encore le génocide en cours à Gaza. Il y a aussi le truchement de l'intelligence artificielle qui atténue, selon des spécialistes et de plus en plus d'ailleurs, les lignes entre le vrai et le faux, le réel et l'artificiel, et met en péril le droit à l'accès à l'information. En décembre 2022, rappelez-vous l'affaire Musk Twitter avec la suspension sur la plateforme des comptes de plusieurs journalistes sans explication faisait déjà craindre un virage antidémocratique de l'expression journalistique dans le monde. On en parle ce soir avec notre invité Saïd Bousta. Monsieur Saïd Bousta, vous êtes directeur de rédaction dans le journal L'Expression. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et merci de m'avoir invité. Alors, il est communément admis aujourd'hui que les conditions d'exercice du journalisme sont plutôt mauvaises dans 7 pays sur 10. C'est énorme. Le journalisme est aujourd'hui piégé, selon des spécialistes, entre la propagande politique, les manipulations économiques, faux contenus gérés par l'intelligence artificielle, la désinformation aussi. À votre avis, à quel moment la machine a déraillé ? Je pense que la machine a toujours fonctionné un peu comme ça, à mon avis. Et je pense que la liberté d'expression telle qu'on aimerait la concevoir n'a véritablement jamais existé. Elle est utopique, selon vous ? Oui, voilà, c'est une utopie à laquelle on essaye, on voudrait tendre, mais qu'on ne touchera jamais. Je ne vois pas de pays actuellement qui puisse se prévaloir de pratiquer une réelle liberté de la presse. Ça n'existe tel que défini par la profession, ça n'existe pas. Et pour dire quand est-ce que ça a commencé, finalement elle est devenue visible avec d'abord. Donc c'est plutôt ça. C'est beaucoup plus visible aujourd'hui. Absolument, avec les réseaux satellitaires. Ensuite, avec les réseaux sociaux. Oui. Avant, quand on suivait certaines émissions de chaînes de télévision étrangères, on rougissait, on se disait pourquoi eux ils sont beaucoup plus ouverts que nous, oui. etc. Mais en réalité c'était une ouverture factice, c'était une liberté factice, parce que grâce aux réseaux sociaux notamment, nous apprenons que tous les médias lourds de la planète sont la propriété d'oligarques. Oui. Donc, ces gens qui financent ces médias décident réellement de ce que les journalistes doivent dire. On leur laisse un simulacre de liberté. Je vous assure que, par exemple, sur certaines chaînes radio, les chaînes de radio qu'on connaît le mieux, à part les nôtres, c'est les radios, donc c'est les radios françaises. J'ai vu des émissions où on avait l'impression qu'il y avait un débat, mais réellement sur certains sujets, il n'y a rien du tout. Extrêmement orienté. Pire que ce qui se fait chez nous. À la limite, je préfère notre langue de bois, mais qui repose sur de l'information, sur des chiffres réels, que leur discours. Mais ils ne reculent devant rien. Ils mentent effrontément, oui. De toute façon. Ça se voit aujourd'hui encore plus avec le génocide de Gaza. C'est quelque chose qui a réellement fait tomber les masques. On va y revenir justement. Et justement, dans les enquêtes et classements internationaux
ne serait-ce que de l'année dernière, 2023, on signale que sur les 180 pays évalués, il y a effectivement une implication des acteurs politiques donc dans des campagnes de désinformation massive et de propagande. C'est un peu ce que vous dites. Les pays de l'Occident sont rarement désignés ou identifiés comme, en tout cas classés, mal classés dans ces rankings internationaux, ou en tout cas dans la forte mobilisation aussi des médias mainstream. C'est une marche au pas, comme on le disait dans le génocide de Gaza, pour la narrative ou le narratif occidental sur les conflits. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire pulvériser aujourd'hui ce concept de liberté de la presse ? Définitivement ? Oui, je pense que l'opinion nationale et aussi l'opinion mondiale découvrent ce qu'il en est réellement et que c'est vrai. Maintenant que ça éclate ou pas, je ne sais pas, parce que l'opinion elle est comment dire, elle est impuissante face à ces forces de l'argent. Oui. Et ce sont ces forces-là qui actuellement aussi contrôlent les réseaux sociaux. Qu'on se le dise, cette histoire de le réseau social mais ils ont investi les réseaux sociaux et c'est eux qui essayent qui les orientent à leur gré. Il est vrai que sur certaines questions comme Gaza ou comme la guerre en Ukraine, etc. On voit que on se dit c'est bon, ils sont démasqués. Mais vous savez, avec ces histoires d'algorithmes, ils vous envoient ce que vous voulez voir. Oui. Vous prenez un occidental, il ne verra jamais ce que vous voyez sur Facebook, TikTok ou autres réseaux sociaux. Il voit ce qui le concerne lui, selon sa sensibilité. Et c'est ça et c'est pour ça que pour TikTok, aujourd'hui, la réaction notamment du président américain de le bannir des États-Unis n'est pas anodine. Ça vient justement du fait que TikTok diffuse des informations que l'Occident ne veut pas montrer. Oui, entre autres, oui. Mais même maintenant, TikTok, avec ses algorithmes, il est rentré dans les rangs. Ne croyez pas qu'il résiste vraiment. Justement à cause de ces menaces. Hein. Il ne résiste pas à TikTok et il est dans les clous des décideurs occidentaux. Et c'est pour ça, je dirais que les manifestations estudiantines aux États-Unis, un peu partout, ont leur importance au sens où ils alimentent ces réseaux sociaux par d'autres faits que les manipulations des Occidentaux. Et si j'en reviens à la presse, comme je l'ai dit tout à l'heure, celle-ci a toujours fonctionné selon le desiderata des dirigeants, des politiques. Je vous renvoie à Tiananmen, par exemple. Tiananmen, c'était moi, quand j'étais jeune, pour moi, les Chinois, c'était de véritables voyous. C'était c'est l'image que nous renvoyait l'Occident. C'est l'image que nous renvoyait. Et ils continuent dans leur... C'est pareil pour la Russie, voilà. C'est pareil pour ils nous sortent le Watergate, histoire de nous berner un peu. Mais réellement, l'ordre mondial, l'ordre médiatique mondial, il est encore entre les mains des Occidentaux. Oui. Et l'invention des réseaux sociaux, c'est leur invention. Et je pense qu'on en est encore loin. C'est-à-dire, nous autres pays du tiers-monde, nous autres pays de ce qu'on appelle maintenant le Sud global et tout, on est encore loin de vraiment peser dans ce qu'ils sont en train de faire. Et alors, ça devient finalement des armes de guerre, le journalisme, les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est un peu diffus, mais ça se rapproche un petit peu, en tout cas de plus en plus, de ce qui est du métier journalistique. Ou en tout cas, ce sont des plateformes de diffusion du travail journalistique, notamment pour les journalistes, on pense aux journalistes de Gaza aujourd'hui, qui sont extrêmement présents pour montrer les horreurs de l'entité sioniste justement là-bas. Alors, on a parlé d'armes de guerre pour invisibiliser la lutte des peuples qui sont colonisés, ou certains conflits qu'on ne veut absolument pas traiter, qui sont totalement
occultées par les médias mainstream. On pense au Soudan aussi, où il y a 8 millions de déplacés soudanais, 3 millions de réfugiés. C'est énorme, c'est même une crise beaucoup, en termes numériques, c'est beaucoup plus gros que ce qui se passe à Gaza. On n'en parle pas du tout. Je dirais en Ukraine plutôt. Pardon ? Non, je comparerais le Soudan à l'Ukraine, pas à Gaza. Non, je parle en termes de crise humanitaire, c'est beaucoup plus gros. On a une famine qui s'installe dans ce pays. Et il y a aussi la volonté aussi d'invisibiliser certaines actions, certaines percées politiques de certains pays. Absolument. Exemple, la résolution du cessez-le-feu à l'ONU. On a très peu dit dans les médias occidentaux que l'Algérie était à l'initiative de cette résolution. On a parlé comme ça de certains pays. Pourquoi, selon vous ? Oui, mais c'est simple. C'est parce que c'est, entre parenthèses, ces oligarques patrons de presse et les politiques qui gèrent ces États occidentaux n'ont pas intérêt à ce qu'un État souverain et qui ne doit rien à personne et qui dit les 4 vérités à tout le monde, ils n'ont pas intérêt à ce que leur population ou leur opinion puisse savoir ça. C'est exclu pour eux. Vous savez, je vous cite un exemple. Quand l'Algérie a le fameux, la dernière résolution qui a été où le veto américain a rendu caduc, eh ben, si vous écoutiez le discours du représentant de la France, oui. Il était exceptionnel. Nous l'avons reproduit à l'expression parce que je suis tombé dessus. C'est assez rare. Oui, mais allez-y. Mais est-ce que ce discours a été... Pourtant, c'est la représentation diplomatique française. On ne l'a jamais vu dans aucune chaîne française. La vidéo a tourné sur les réseaux sociaux. Il faut préciser aux téléspectateurs qui nous regardent que la représentante de la France à l'ONU avait chaleureusement salué la position et les efforts de l'Algérie pour parvenir à cette résolution qui a été extrêmement compliquée. Il a fallu... selon des indiscrétions, certaines indiscrétions, il a fallu négocier mot par mot avec les représentants américains à l'ONU. C'était extrêmement c'est ce qu'a dit l'Algérien. délicat. Oui. Alors, la première, celle qui est passée, celle où les États-Unis avaient opté pour l'abstention, c'est un succès éclatant. C'est un succès diplomatique majeur de l'Algérie indépendante, mais qui est passé inaperçu tout simplement parce que les médias, les journalistes, parlant de liberté de presse, les journalistes des médias occidentaux ne pouvaient pas le dire parce qu'ils n'avaient pas la liberté de la presse qu'ils revendiquent, mais sur le cas de l'Algérie, ils ne l'ont pas. Ça, c'est plus qu'évident. Même les journalistes. Pas seulement de l'Algérie, même du Venezuela, de pas mal d'autres nations un peu réfractaires au monde, à l'ordre mondial que l'Occident entend imposer. Et c'est d'ailleurs de plus en plus tranché, aujourd'hui on le voit. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, je reviendrai sur les effets de la désinformation. Aujourd'hui, l'écosystème numérique permet de produire la désinformation. Peut-être c'est le plus grand produit aujourd'hui de l'écosystème numérique et de le distribuer aussi, ainsi que de l'amplifier. Pour certains spécialistes, on est déjà dans la production de manipulations à grande échelle. Ça paraît être le plus grand défi, d'ailleurs, aujourd'hui, du journalisme dans le monde. Quel est votre sentiment là-dessus ? Oui, en fait, je le dis, c'est vrai que quand je le dis, ça déplaît à certains, mais un influenceur, c'est pas un journaliste. C'est-à-dire un journaliste, c'est un métier. C'est un métier où on va chercher l'info, on rencontre des gens, on rencontre des responsables politiques, on rencontre des responsables économiques, etc. Quand on écrit un papier ou quand on passe un sujet sur une télévision, c'est qu'il y a un background derrière. Il y a du métier. Et ce métier-là, il est quasiment dévalorisé. C'est-à-dire que tout ce qui fait le journaliste et qui n'est pas visible, il est ignoré par certaines personnes qui prennent une caméra, même des Algériens. J'en ai vu pendant le Hirak, par exemple. Il a un portable, il fait comme ça. Après, il dit je suis journaliste. On ne l'est pas. Journaliste, c'est un métier.
Et il faut le pratiquer. On rentre dans une rédaction, on est stagiaire, on apprend les trucs, on apprend à écrire, on apprend à interviewer les gens, etc. Donc, Ça peut pas tomber dans la désuétude d'apprendre le métier, parce qu'on a l'impression que justement que ces influenceurs, etc., passent par des chemins beaucoup plus courts. Très bien. Avec tout simplement un téléphone portable. On se dit journaliste, on voit une info, on se dit bon, voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. On apprend à interviewer les gens, etc. Donc, ça peut pas tomber dans la désuétude d'apprendre le métier, parce qu'on a l'impression que justement que ces influenceurs, etc., passent par des chemins beaucoup plus courts. Très bien. Avec tout simplement un téléphone portable. On se dit journaliste, on voit une info, on se dit bon, voilà, c'est ça, une image, et puis on la commente, alors que derrière l'image, il y a plein de choses qui doivent être commentées et qui passent sous silence. Et par absence de professionnalisme. Oui. C'est pas plus compliqué. Oui. C'est-à-dire que ces influenceurs, moi, à la limite, franchement, entre nous, je m'en fiche qu'ils fassent ce qu'ils font. Mais qu'ils se disent journalistes, ça m'attriste un peu parce que on ne l'est pas comme ça. Oui. Et c'est un boulot, hein, vous savez, enfin vous en savez quelque chose aussi. C'est pas un trime, on travaille, hein. On passe des nuits blanches. C'est une formation. Absolument, c'est une vraie formation. Oui. Et c'est ce que vous dites là, cette multiplication de nouvelles sur les réseaux, effectivement.
a tendance à dévaloriser du métier de journaliste. Oui. N'importe qui peut se dire journaliste maintenant, ça devient terrible ça. Donc, Moi, j'aime pas ça. vous en convenez que ça peut être le plus grand défi finalement de Oui, de absolument. ce métier, Oui, mais et mondialement d'ailleurs. Hein, non, pas- c'est mondial, c'est international. C'est-à-dire que le journaliste, avec l'apparition des réseaux sociaux, avec tout ça, il faut s'interroger sur notre métier. Il est important de s'interroger sur notre métier, sur comment on peut l'exercer et dans les conditions actuelles. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a ce qu'on appelle une guerre de quatrième génération et il y a une information qu'on sort mais qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, traitée, déformée et renvoyée et qui revient en boomerang au journaliste qui l'a produit et qui se rend compte qu'il devient, sans qu'il le sache, l'ennemi de l'État alors qu'initialement, il ne le pensait pas du tout. Donc je pense que le défi, c'est maintenant, dans le contexte actuel, c'est comment rédiger, c'est comment faire un sujet de sorte à ce que les gens comprennent et qu'on ne puisse pas le déformer aussi facilement qu'on le fait maintenant. Ou peut-être dissuader tout simplement les journalistes, les apprentis journalistes. Voilà. Mais comment les dissuader? Les dissuader, Les dissuader par ça, c'est-à-dire que montrer au public le vrai travail de journaliste et le faux travail de ces plaisantins, finalement. Tout à fait. Et là, il y a le défi parce que finalement, le background, on ne le voit pas. Donc, c'est compliqué, je ne sais pas comment le dire. Moi-même, je n'ai pas de réponse à cette question, mais je pense qu'il faut effectivement, pour sauver le métier, voilà, pour que journaliste veuille dire quelque chose. On va revenir un petit peu en arrière dans le pays et dans ce qu'on appelait la presse révolutionnaire, qui avait réussi à implanter à l'époque des bureaux de presse externes du Front de Libération Nationale un peu partout dans le monde, y compris à New York d'ailleurs, pas loin du siège des Nations Unies. C'était un pas diplomatique peut-être, qui retentissait en tout cas sur la diplomatie algérienne de l'époque, la diplomatie révolutionnaire. C'était très important. Aujourd'hui, la presse algérienne n'est pas, mais très peu en tout cas, représentée à l'étranger. Pourquoi et comment ce réseau de représentation à l'étranger a autant rétréci selon vous? Faut poser la question aux décideurs et à ceux qui tiennent la bourse, parce que c'est pas plus compliqué que ça. Je crois que on a sous-estimé un peu le métier. Il faut le dire. En haut lieu, on a sous-estimé le métier. On s'est dit, à la limite, on n'a pas pris très au sérieux le métier et on a laissé faire. Et puis on s'est dit, un poste à New York, un poste à Washington, un poste à Rome, qu'est-ce que ça nous ramène? Mais mettez un vrai journaliste dedans, un vrai journaliste. C'est-à-dire et il vous ramènera quelque chose. Il ramènera à l'opinion nationale, il ramènera au service de renseignement algérien, il ramènera aux diplomates algériens. C'est-à-dire un journaliste. On a un petit peu perdu de vue ces optiques. Je crois qu'on les a complètement oubliées. On n'en fait plus. Mais ça pourrait aussi s'expliquer parce que, je ne sais pas, c'est que la naissance de la presse indépendante, la presse privée algérienne, elle est née dans des circonstances très difficile. Donc, c'était plus un journalisme de combat qu'un journalisme tout court, parce qu'il y avait la menace terroriste, c'est-à-dire que les journalistes algériens, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, durant les années 90, ont véritablement fait leur boulot de patriotes. Donc c'est là qu'il y a eu le repli, selon vous? Ce repli nécessaire à cause de la situation en Algérie de l'époque? Voilà, à mon avis, c'est-à-dire que quand la décennie noire était partie, il fallait reprendre en main le secteur, il fallait reformer les gens, il fallait dire ce qu'est le métier et comment le faire. Et j'ai l'impression qu'on ne l'a pas fait. On n'en a pas fait, on n'en a même pas fait une priorité. Non, loin de là. On a tout simplement, on s'est dit, la presse c'est quoi? C'est des journaux, donner des agréments et puis voilà. Et on n'a pas été voir ce qui se fait dans cette presse, comment cette presse se faisait, qui l'a fait, comment et pourquoi elle est assignée. On ne s'est pas posé les bonnes questions. On s'est dit, on donne de l'argent à des gens qui vont nous faire des journaux. Les gens ont fait des journaux
Mais est-ce que ces journaux étaient vraiment ce qu'il faut? Ça, c'est une question à poser. Mais est-ce que selon vous, la transition que l'on vit actuellement, comme je disais du numérique, etc., est-ce qu'elle se fait dans de meilleures conditions que la mutation de la presse algérienne dans les années 90? Ou est-ce que finalement c'est une dynamique extrêmement différente et qu'on ne peut pas comparer les deux périodes? Non, en fait, oui, on peut. Non, c'est deux séquences différentes, deux séquences historiques différentes. Oui. Les menaces ne sont pas les mêmes. Dans les années 90, la menace était beaucoup plus présente. C'était l'État qui risquait de s'effondrer. Donc, il fallait que des Algériens le tiennent. Donc, il y a eu des policiers, des militaires, il y a eu des médecins, il y a eu des journalistes, il y a eu des enseignants à qui on a, par exemple, exigé de ne plus. Le GIA a décrété une grève de l'enseignement, une grève indéfinie. Et ben les enseignants n'ont pas marché. Il y a eu des morts parmi les enseignants, etc. Même pour nous, pour les journalistes, pour tout le monde. Et les journalistes étaient dans l'eau. Donc le danger était vraiment la séquence était différente. Très présent, évidemment. Voilà. La séquence de maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, je vois parce qu'on parle d'une mutation non achevée. Hein, on est toujours dans un processus de mutation. Est-ce que c'est mondial ou est-ce que c'est un peu propre à l'Algérie? Non. C'est discutable. Non, la mutation est mondiale et chaque pays a ses spécificités. Oui. L'Algérie a les siens. Donc, dans cette mutation, je suppose que... Où est-ce qu'on se situe, clairement, dans cette mutation? Je ne peux pas vous répondre. Dans cette mutation mondiale? Non, oui, mondiale et locale aussi. Hein. Est-ce qu'on est sur la bonne voie, selon vous, avec tout l'apport technologique? Ce que j'ai constaté personnellement, c'est que nous avons une vraie génération. Nos jeunes sont exceptionnels, franchement. Nos gens sont exceptionnels. Et les jeunes qui ont décidé de faire du journalisme le sont tout autant. Ils sont exceptionnels. Franchement, il y a une énergie, ça marche. Ils ont envie de faire, ils ont envie d'avancer. Qu'ils le font, qu'ils le fassent dans les télévisions maintenant. Vous savez, je vous assure que des fois, je vois des jeunes qui sont très très bien. Ce qui manque, c'est un peu de formation, etc. Mais je suppose que ça va venir. Mais là où ça cloche vraiment, à mon avis, c'est son niveau technique. La technicité ne suit pas. Bon, la qualité de l'image, la qualité des studios, etc. Tout ça. C'est-à-dire que nous avons des médias qui ne sont pas aux normes internationales sur le plan de la présentation, de la visibilité, etc. Mais nous avons aussi des sites Internet qui sont nés. Parmi ces sites Internet, il y en a qui sont bons. Franchement, il y en a que je consulte moi-même. Et j'ai pu... et par rapport au Web TV et les radios... numérique, là aussi, il y a quand même un bon qualitatif. Absolument. On ne peut pas parler d'une absence de qualité. Il y a quand même, par rapport à ce qui se faisait, évidemment... Il y a des jeunes qui font du bon boulot, franchement. J'ai vu des jeunes... c'est vrai que ça m'a rappelé notre génération à nous. Nous, quand on est arrivé à la presse écrite, à l'époque, il n'y avait pas de presse télé. Quand il y a eu la presse écrite indépendante, c'était une génération, c'était nous. C'était des jeunes qui avaient entre 25 et 30 ans et qui ont plongé dedans. Et c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, il y a un dynamisme, il y a une envie que ça change. C'est-à-dire que sur le plan des ressources humaines, je suppose qu'on est bon au chenou, il faut les former à Damakan. Donc c'est pas quelque chose c'est-à-dire sur le plan des ressources humaines, moi je suis tranquille. C'est au niveau des décideurs. Voilà. Il faudrait que les décideurs sachent leur faire confiance, sachent travailler avec eux. Et c'est des jeunes, quand on leur pose des questions, j'ai vu ça ils ont conscience de l'intérêt du pays, ils ont conscience qu'il faut que certaines informations doivent être mieux faites pour qu'elles ne reviennent pas en boomerang, etc. Et ils sont majoritaires. Vous savez, on voit maintenant les petits plaisantins qui se prennent pour, etc. Ils sont de mieux en mieux identifiés, selon vous? Les petits plaisantins. Oui, on les connaît tous. De la presse sérieuse, que ce soit télévisée, radiophonique ou presse écrite. Il y a aujourd'hui cette révolution dont on parle, ne serait-ce que de l'Internet, qui a révolutionné, ne serait-ce que la latence. La latence dans le traitement de l'information est beaucoup plus court. Est-ce que ça nous a apporté
plus en termes de liberté de la presse. Parce que, évidemment, le contrôle qui se faisait dans les années 90 ou même avant, pendant la presse révolutionnaire, la période de la presse révolutionnaire, aujourd'hui, il s'exerce moins grâce finalement aux nouvelles technologies, Internet, tout ça. Je risque de vous décevoir, je vous donne mon avis, c'est encore chahuté. C'est-à-dire que dans le flot d'informations que vous recevez, vous n'êtes pas sûr quelle est la vraie et quelle est la fausse. Et je reviens toujours à ces oligarques, etc., et les décideurs à l'échelle mondiale ont vu venir cette crise, et je pense qu'ils s'y sont préparés. Et c'est vrai que ça ne veut pas dire, et je ne suis pas en train de dire que c'est fichu. Donc, parce que on peut corriger le tir, évidemment. Il y a pas mal de bons exemples. Par exemple, le traitement sur le génocide à Gaza. Et il y a du bon. Ça a marché. C'est-à-dire le travail qui a été fait par les médias algériens aussi et les autres médias de ce qu'on appelle le Sud global a permis de montrer certaines réalités. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire que rien ne se fait. Au contraire. Mais c'est une lutte. Et dans cette lutte, les possédants ont encore beaucoup de pouvoir. Et il faut lutter encore. Il ne faut pas se dire, à mon avis, que ouais, c'est bon parce qu'il y a les réseaux, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Oui. Ils sont encore là, ils sont encore de manipuler l'information comme ils le souhaitent, et ils contrôlent encore, qu'on le veuille ou pas, une bonne partie de l'opinion publique. Allez-y dans une... c'est vrai que nous recevons sur ce que font les étudiants aux États-Unis, etc., etc. C'est vrai que l'opinion occidentale commence à changer, mais les médias étrangers, avec leur soi-disant liberté d'expression et leurs journalistes qui n'en usent quasiment jamais, ils sont à la solde de leur maître, je le dis, moi je n'ai rien à fiche, et ils nous accusent de ça, mais ils sont pires que nous quand ils se le disent. Les masques sont carrément non, tombés, ces gens-là empêchent l'opinion occidentale de connaître toute la vérité. De moins en moins. De moins en moins. Ils sont là. Oui, vous savez, les manifestations des universités, la voix des Gazaouis qui sont martyrisés aujourd'hui est parvenue surtout à la jeunesse américaine, occidentale, qui refuse ce génocide. Mais je vous donne mon avis. On terminera là-dessus. Mais on terminera là-dessus. Oui, il ne reste même pas une minute. Allez-y. Ce que vous voulez dire ? Non, c'est bon. C'est juste, je voudrais juste dire qu'il faut être vigilant. Il ne faut pas se dire que parce que nous avons un réseau social que tout va bien. Non, la guerre n'est pas finie. Oui. Et je dirais même personnellement, enfin, je ne suis pas le seul à penser qu'il y a une vraie guerre médiatique maintenant, et que chaque journaliste soit dans sa tranchée, dans la tranchée dans son pays. Je crois que c'est important que le journaliste algérien mesure la gravité des attaques que subit son pays, et que s'il faut, que cette histoire de liberté d'expression, il faut y croire, il faut lutter pour, mais la priorité est son pays et son État. Il n'est pas question que l'on tombe dans les travers de la manipulation occidentale. Merci beaucoup, Saïd Bousta. Je rappelle que vous êtes directeur de rédaction au journal L'Expression. Merci pour tous les éclairages que vous nous avez apportés ce soir. Et c'est moi qui vous remercie, parce que ça a été génial, cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt sur Canal Algérie. Excellente suite des programmes. Au revoir.